En effet, suite à un article publié en français sur mon récent livre en 2019, Libérer le potentiel de l'Afrique, les idées d'Alexander Hamilton, Monsieur Sébastien Perimoni a tenté de me contacter via les réseaux sociaux et interpellé par son assistant, j'étais même un peu inquiet. Mais après quelques échanges, nous avons depuis entamé une collaboration fructueuse et on a pu se rencontrer à Abidjan ou à Paris. Je parlerai ici simplement à titre personnel. Ce sera une occasion de partager mes opinions personnelles avec vous. Pour notre sujet de cet après-midi, comme dit le proverbe chinois, les paroles ne font pas cuire le riz. J'ai eu l'occasion de visiter plusieurs pays d'Afrique, plus de 40 au total, en rencontrant des acteurs du secteur privé et public. J'ai eu l'occasion de discuter avec des étudiants, des commerçants, travaillant dans des entreprises du secteur informel. À travers le continent, on sent l'énergie pour trouver des solutions concrètes. Chez les jeunes, il y a ce sentiment d'appartenance à un groupe plus large, le désir d'une Afrique mieux intégrée et unie. Je voudrais aborder le problème de l'industrialisation de l'Afrique, qui doit et devrait s'inspirer des idées phares d'Alexander Hamilton. Première diapositive, s'il vous plaît. La première diapositive indique le nouveau récit sur l'Afrique. Depuis le début du siècle, après les périodes des politiques d'austérité des années 80-90, ainsi que le programme des pays pauvres très endettés, qui a vu l'annulation des dettes dans de nombreux pays. Le début de ce siècle a été marqué par un cadre macroéconomique sain, des politiques de diversification économique et des programmes d'investissement dans les infrastructures. Dans de nombreux pays, des plans sont mis en place pour permettre de devenir des économies émergentes. Mais 20 ans plus tard, la plupart des pays semblent encore dépendre des yo-yo des conditions des marchés internationaux. La base productive est restée faible. Les matières premières restent les principaux produits d'exportation et les États dépendent toujours des importations de produits alimentaires ainsi que des biens et des services. La réalité est que le continent a besoin d'une croissance à deux chiffres qui devait être dirigée par des facteurs internes. L'Afrique doit s'industrialiser et ajouter de la valeur à sa production. Il faut créer plus d'emplois dans le secteur formel. Comme nous l'avons appris d'Alexander Hamilton, il y a plus de 200 ans aux États-Unis, l'industrialisation, principalement manufacturière, est le moteur, la clé pour absorber la main-d'œuvre existante, promouvoir l'innovation et soutenir la dynamique de croissance. Les pays africains importent plus de 400 milliards de dollars chaque année. Beaucoup d'entre eux importent encore des œufs, des tomates, du lait, de la nourriture, des vêtements et d'autres produits qui ne nécessitent pas de technologies sophistiquées. Dans de nombreux pays, plus de 90% de la population active travaille encore dans le secteur informel. Ce n'est pas acceptable. Discontinuons du potentiel. Sa démographie croissante pour promouvoir le commerce, la taille de la population. La croissance démographique pour promouvoir le commerce intra-africain. Si vous allez dans les années 50, avant l'indépendance de la plupart des États africains, dans les années 50-60, la population africaine était d'environ 300 millions. Elle est actuellement supérieure à 1,2 milliard et elle devrait atteindre 2,5 milliards en 2050. Cette tendance est unique dans l'histoire de l'humanité. La structure de sa population, très jeune, une démocratie positive est également un facteur clé pour favoriser la mobilisation de l'épargne intérieure et renforcer la créativité et la capacité de travail. L'un des messages clés de cette diapositive, c'est qu'il n'y a pas de surpopulation en Afrique. Si l'on considère la densité de population, comme vous voyez sur le graphique, la superficie et les terres arables disponibles. L'Afrique est vide. Le graphique le plus intéressant est celui sur le rapport de la dépendance démographique globale.
Donc les gens qui sont dépendants, par exemple les enfants qui sont dépendants, la dépendance des enfants en Afrique subsaharienne, par exemple, vous voyez sur le graphique, le Maroc est modéré et après il y a les pays où il y a une double dépendance des enfants et de la vieillesse comme en France et aux États-Unis, vous voyez en rose et à la fin là, il y a une grande dépendance des personnes âgées en Europe et en Asie centrale. Donc cela a des implications en termes de croissance, de rendement des actifs et d'allocation de capital. Il ne faut pas oublier que la richesse créée dans les pays repose avant tout sur le comportement des individus en termes de consommation, d'investissement et d'épargne. Et avoir une jeune population, c'est très important pour le pays. Plus important encore, c'est le boom démographique qui est positif pour le continent car la valeur de l'esprit humain est infinie. Chaque, in- chaque individu est une mine d'opportunités. C'est 1,2, 1 milliard d'opportunités. L'Afrique possède 60% des terres arables disponibles dans le monde. Il ne faut pas oublier que l'Afrique est une terre de 30 millions de kilomètres carrés. La Chine, l'Inde, les États-Unis et l'Union européenne, tous ensemble, peuvent s'intégrer dans la masse continentale de l'Afrique. La carte que nous avons l'habitude de voir est la projection dite de Mercator. Elle n'est pas du tout pas crédible. Plus importante est la carte dite de Peters. Donc ça a une implication dans la perception de l'Afrique vis-à-vis du reste du monde. Un autre facteur est la montée en puissance technologique avec l'ère numérique pour faire un bond en avant dans le développement industriel et faciliter l'avancement dans plusieurs secteurs tels que l'utilisation des terres, la finance, l'agro-industrie, le commerce, la sécurité, la médecine, l'éducation, promouvoir aussi l'écologie. Nous allons nous industrialiser au moment où le coût de production des énergies renouvelables diminue. Donc c'est une bonne opportunité pour l'Afrique. Donc sur le commerce intra-africain, concernant l'industrialisation, je voudrais dire qu'il me semble souhaitable de l'organiser autour de blocs régionaux et pas de micro-États. Et les étapes suivantes sont attendues. 1. La mise en œuvre d'une vision qui favorise le vivre ensemble et protège les intérêts des États et des régions. La conception d'une stratégie régionale d'industrialisation endogène avec des implications pour le capital humain physique. La protection des industries naissantes par la promotion d'une politique, donc la politique de substitution des importations, le développement du secteur privé local, les industries légères au service, l'absorption d'une main-d'œuvre abondante. Pour être clair, c'est la main visible de l'État qui contrôle l'économie. Cela nécessite la création de plusieurs institutions appropriées pour atteindre ces objectifs, des banques publiques et des banques centrales dotées d'un mandat de développement. L'un des effets de la crise est la fermeture des chaînes d'approvisionnement internationales qui exposent les États à la vulnérabilité extérieure. Donc il est très urgent de rapprocher les chaînes d'approvisionnement. Il est nécessaire d'intensifier les actions d'autosuffisance alimentaire en favorisant la production locale et régionale. Il faut repenser les modèles d'industrialisation initiés et privilégier plutôt les chaînes de valeur régionales. Parallèlement, deux politiques phares accompagnent chaque étape. Le développement d'un système financier national dynamique et la mise en place d'infrastructures modernes. Ça contient tous les mécanismes clés de la politique d'Alexander Hamilton. Outre la structure démographique et l'approche d'industrialisation, un autre facteur clé de ce décollage est la dynamique d'accumulation de l'épargne intérieure. Sur ce dernier point, il était essentiel de se rappeler que historiquement, les économies africaines ont été tributaires de financements concessionnels, de donateurs, principalement des gouvernements occidentaux et des banques internationales de développement. En raison de la faible collecte des impôts internes et de la taille du secteur informel, certains gouvernements dépendent toujours de la communauté internationale, des donateurs, pour s'acquitter de leurs obligations budgétaires.
Il est essentiel de comprendre que l'adoption de systèmes financiers sophistiqués est un élément crucial de la construction d'économies modernes. La raison veut qu'à mesure qu'une économie se développe, l'épargne, les business, les fonds de retraite, les caisses de retraite, les fonds d'entreprise sont des acteurs naturels pour capter cette dynamique. En Afrique, au cours des 20 dernières années, nous constatons une dynamique étonnante sur le total des actifs dans le secteur bancaire. Les actifs de retraite augmentent. Nous pouvons voir la transformation des marchés de capitaux en plus des transactions transfrontalières. Les capitaux levés sur les marchés de capitaux locaux dépassent la dette extérieure de tous les pays. Le stock de dette souveraine est supérieur à 400 milliards de dollars, tandis que la dette extérieure est d'environ 360 milliards de dollars, dont 100 milliards pour les euro-obligations uniquement. Cependant, les marchés de capitaux locaux restent superficiels et sous-développés. Seuls 5 pays sur plus de 54 représentent 80% de l'encours de la dette souveraine de l'Afrique. C'est le moment idéal pour mettre en place des institutions appropriées et enfin, justement, collecter l'épargne comme les caisses de retraite et l'industrie pour la gestion de ces actifs. Vous trouverez plus d'informations dans mes 2 livres récents qui sont écrits en français. Ils s'inspirent des idées justement de Alexander Hamilton. Je reste ouvert pour une version anglaise un jour. Et au cours de cette conversation, je serai prêt de fournir plus d'informations. Thank you. Merci. Thank you very much.